Serge, rebonsoir. François va nous rejoindre. On a les premières questions qui arrivent sur le direct, donc n'hésitez pas à les poster au fur et à mesure et on va y répondre tout de suite. Bonsoir François, tu as ton micro à réactiver. Donc, je vais déjà énoncer la première question de Julien sur Facebook. Comment concilier crise économique et indispensable protection de l'environnement? La solidarité ne devrait-elle pas commencer par une plus grande conscience de la nécessaire protection de notre bien commun, la planète? Je sais, François, que ce sont des sujets sur lesquels vous travaillez beaucoup chez les petits débrouillards. Est-ce que tu veux te lancer sur la question? Là, on va dire que on part de loin, mais non, la conscience écologique est née, on va dire politiquement, à partir du moment où on a vu la Terre vue de l'espace. Je pense que cette vision de la Terre vue de l'espace est quand même un élément, on va dire, qui est en même temps technologique, mais aussi qui était grâce à l'avancée des sciences et de la compréhension de tout un tas de phénomènes. Mais je dirais, parce que la question est un peu compliquée pour moi, c'est que on voit dans cette vision de l'espace que la Terre est ronde et finie, qu'il y a une petite couche autour de la matière tellurique qui est l'atmosphère, et que nous, on vit là. Et donc, et que finalement, nos problèmes qui sont si importants tous les jours, dont on va discuter certainement ce soir, en fait, devant cette finitude et cette vision qu'on peut avoir de l'espace, de notre planète Terre, qui est notre vaisseau, notre richesse, notre écosystème à tous. Voilà, ça a remis les pendules à l'heure, comme on dirait. Voilà. Après, derrière, une fois qu'on a dit ça, il faut essayer de comprendre mieux les écosystèmes, comment ils interagissent entre eux, comment on comprend mieux finalement notre histoire de l'Homo sapiens sur cette planète Terre. Voilà, donc il faut le partager, puis il faut être humble et savoir on est sur un chemin collectif de compréhension de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, et comment on peut vivre mieux en interaction avec la nature et les espèces. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Hein. Mais comme Serge, vu de ton expérience sur le volet plus social, quelle connexion tu ferais entre protection de l'environnement et protection sociale? Moi, je dirais que premièrement, je parlerai de protection globale de la personne et je pense que c'est pas déconnecté effectivement de l'environnement dans lequel vit la personne. Je disais que la crise avait finalement révélé un peu comme du papier argentique. Lorsqu'on fait de la photo, elle a révélé un certain nombre de choses. Elle a plutôt révélé des fragilités. On sait en plus que dans cette espèce de tsunami général à l'échelle du monde entier, c'est les plus pauvres et les plus fragiles qui en pâtissent. Et c'est d'ailleurs toujours les mêmes phénomènes qu'on va retrouver dans des politiques ou des phénomènes migratoires qui touchent encore ces publics les plus fragiles. Je suis frappé aussi par le fait que on a vu apparaître, quand je disais la nature a repris ses droits, on a vu apparaître pendant la première période qui était le premier confinement, des métiers essentiels, où on a fait émerger le fait que nous avions des métiers essentiels qui devenaient des métiers de première ligne, qui pour certains, je le rappelle, étaient des métiers à faible qualification. Nonobstant les premières lignes sur la santé, on parlait de services essentiels. Je ne parlerai pas de la fermeture des services non essentiels, mais je parle là des métiers essentiels. Et je trouve que finalement,
cet aspect systémique entre le social, le climatique ou l'environnement et la prise de conscience liée à une crise dans son aspect positif fait ressortir, alors au-delà du vocabulaire et de la sémantique des pouvoirs publics, des choses qui sont assez fondamentales, en tirant parti de ce qui est le plus important, vu de l'homme, vu de la prise en charge des publics, vu de la question de l'approche globale dont je parlais tout à l'heure, c'est la question de la considération, c'est la question d'une protection globale de la personne et non assistée, justement, dans laquelle on est dans cette autonomisation et dans cette capacité à prendre en charge. Et je pense que tout ça révèle aussi, dans le côté du verre à moitié plein, la volonté aussi pour nous, citoyens, de nous prendre en charge, d'agir dans des processus démocratiques, mais aussi dans la nécessité de ne pas être, ou en tout cas de se décaler le plus possible par rapport à ces questions de vulnérabilité. Encore faut-il être accompagné, comme je le disais tout à l'heure. Alors, on a deux autres questions. Je ne sais pas si c'est très audible, parce qu'elle n'est pas facile, la question. Hein. Non, effectivement, elle n'est pas facile, mais c'est ta réponse, comme on dit. Et il y a deux questions qui sont remontées. Une, peut-être qui s'adresse plus particulièrement à toi, François, et une juste après, Serge. Rebecca demande, les petits débrouillards ont-ils une vision de l'avenir des jeunes? Et y a-t-il des projets de nouveaux espaces destinés aux jeunes? Quoi leur proposer aujourd'hui et demain? Ouais, encore une question facile. Merci, Rebecca. On a beaucoup de questions faciles ce soir. Non, je dirais que la question de la jeunesse, elle est centrale pour nous. La jeunesse, c'est le moment où, en fait, toutes les sociétés peuvent évoluer, résilier, se rebeller, changer. Après, c'est un peu tard. Donc, oui, la question de la jeunesse, pour nous, elle est très importante. Après, savoir, aujourd'hui, telle qu'elle est posée, on va dire, dans la société, elle nous semble un peu réductrice, même si je comprends les inquiétudes et les contraintes matérielles. Mais je pense qu'il ne faut rien s'interdire, et y compris dans les modes de fonctionnement, les modes de pensée, et, y compris dans la contrainte. Enfin, donc oui, pour nous, c'est une question extrêmement importante. Et pour les petits débrouillards, on essaye, là où on est, de permettre à ces jeunes de s'exprimer, d'avoir un espace où ils peuvent inventer, créer, prendre plaisir, partager, ce qui sera toujours pour nous et à nos yeux très important pour nos sociétés. Et Serge, une question de Christine. Des personnes sont en difficulté en ce moment même. De quels moyens d'action dispose Dom Plus? Question pas facile, puisque, comme je l'ai dit peut-être dans mon propos dans les séquences précédentes, nous agissons pour le compte de grands organismes ou d'entreprises ou d'organismes qui peuvent être des mutuelles ou des organismes de protection sociale. Et donc, évidemment, il faut être affilié à ces donneurs d'ordre-là, qui peuvent être dans le cercle des partenaires pour lesquels nous travaillons. Il peut y avoir une possibilité que vous soyez ayant droit de ces questions, soit en retraite, soit en tant que salarié d'une grande entreprise, soit en tant que titulaire, en tout cas, d'une mutuelle ou d'une organisation. Soit par le proche qui, finalement, ou un environnement familial qui fait que cette personne qui vous est proche puisse bénéficier de ces services. Nous ne sommes pas un service grand public. Ce que nous aspirons largement, c'est le changement d'échelle et de permettre justement l'accès au plus grand nombre. C'est ce dont je parlais tout à l'heure pour répondre à la question de Bruno qui me disait comment agir. Et j'ai le souci d'agir vite sur ces questions-là dans les mois qui viennent. Donc pour Christine, c'est un peu compliqué. Après,
je l'invite à se rapprocher de moi s'il s'agissait d'une situation personnelle. Merci. Alors, une question qui peut vous concerner tous les deux, de Emmanuel. Comment expliquer une précarité toujours aussi forte en France à une époque où les accompagnements de l'État notamment sont si nombreux et importants? Alors, c'était tout le paradoxe que je présentais dans la première partie de l'émission. Je réponds pour ma part. Excuse-moi François, je suis parti très vite, mais c'est tout le paradoxe où on est vraiment dans un système où, et je ne critique pas le système au sens d'une politique sociale ou d'une politique publique, et on est dans un système où on silote des prestations et où on a des gens qui sont en fait segmentés par rapport à leurs besoins ou par rapport aux thématiques, et ça ne se rencontre pas, où, comme l'expliquait Bruno dans le cas d'école, ou le cas de la chef d'entreprise, en fait, elle passait son temps à tourner dans le système parce qu'il fallait poser du papier ou de la procédure préalable pour pouvoir avoir accès à un autre dispositif. Donc, le vrai sujet, c'est que si évidemment les personnes ne rencontrent pas les aides, ça produit de l'exclusion, comme je le disais dans la première partie de l'émission. Et c'est ça qui est important, c'est de reconnecter la personne dans sa prise en charge globale pour que ces aides puissent faire puissent bénéficier aux personnes et donner le résultat de ces personnes. Faute de quoi, on a cette déconnexion, cette exclusion. Merci Serge. François, est-ce que tu voulais réagir aussi? Non, c'est une question qui est un peu difficile, donc non, pas grand-chose à rajouter. Ok. Fabrice nous pose deux questions, mais qui finalement n'en font qu'une. Comment créer du lien entre l'ensemble des apporteurs de solutions pour maximiser l'impact et comment créer un pont entre les initiatives entreprises, associations et personnel? Peut-être François, que du côté du réseau des petits débrouillards, tu as déjà une vision de ce qui se met en place? Oui, alors, j'aurais deux niveaux de réponse. Le premier, c'est quand même être proche des gens, écouter les familles, et les personnes, et donc, je dirais, faut être proche, donc pas loin, donc faut privilégier les rapports qui sont humains, qui peuvent utiliser les nouvelles technologies, c'est pas la question, mais qui sont quand même humains d'abord et qui sont à l'écoute, et ça, me paraît important. Ce n'est pas suffisant, dans le sens où c'est pourquoi en faire, je dirais, la question qu'on peut se poser collectivement. Donc, écouter très bien, mais pour aller dans quelle direction? Et là, en fait, aujourd'hui, on sent des dissensions dans la société, des propositions qui se décident, mais je crois que c'est pas si simple, voilà, parce que l'avenir est un peu en questionnement. Très bien. Merci François. Est-ce que Serge, sur ce point-là, tu voulais également compléter? Ben, au risque de me répéter, je pense qu'effectivement, comme François l'a indiqué, il y a un vrai enjeu territoire et de proximité. Ce qui me semble très important à prendre en compte, c'est que je parlais de flux tout à l'heure ou de ressac. Ce qui est très frappant, et ça fait le lien avec la question précédente sur la précarité, c'est pas qu'une question de reconnexion, c'est qu'on est face à des services de première ligne aujourd'hui, associatifs, publics, bénévolat, qui sont, à mon sens, submergés par ce phénomène de décrochage,
de quelque nature qu'il soit. Et une des raisons d'ailleurs de la précarité dont on parlait sur la question précédente, c'est qu'il y a des gens qui passent sous les radars. En fait, il y a un phénomène de spirale. Donc, il y a un vrai enjeu sur la proximité, parce que les personnes sont où? Sont sur le territoire, ils sont proches. Donc ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que souvent, la réponse est financière. On a le sentiment que la réponse doit être financière. Et un chèque, ça ne fait pas à manger. Donc, la notion d'accompagnement dont je parlais, la notion d'autonomisation de la personne dont je parlais, comment équiper la personne et comment équiper les personnes et comment les acteurs qui sont évidemment forcément démunis parce qu'ils n'ont qu'un bout où ils ont des marges de manœuvre très étroites pour le faire, il est très important d'avoir cette dimension de capacité à autonomiser la personne et donc évidemment la prendre en charge dans sa globalité. Et je remonte en amont, c'est pas du tout de la méthode, mais c'est que un problème en cache un autre. Et souvent, encore une fois, les initiatives qui sont multiples, qui sont extrêmement fortes, et l'économie sociale et solidaire en France et les réseaux d'entraide sont énormes. En fait, le problème, c'est le diagnostic en amont de la situation. Et donc, quand on met bout à bout cette notion d'écoute et de proximité dont parlait François, et à l'autre bout, la réponse qui n'est pas que financière, on voit bien qu'à chaque fois, il y a un silotage, un silotage, et que cette approche, ce pivotement par la personne est super important. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, j'insistais sur ce rapport entre l'aide financière et des réponses qui pouvaient être par ailleurs autres. En termes d'efficacité. Merci à vous deux. C'était la dernière question posée sur les réseaux sociaux. Donc, si vous n'avez pas de points que vous vouliez souligner avant de mettre fin au direct, on va pouvoir souhaiter une très bonne fin de soirée à tout le monde. Est-ce que, François, tu voulais rebondir ou on coupe le direct? Rebondir, non, mais en tout cas, dire que c'est pas parce qu'on analyse un peu les choses avec gravité que pour autant, on n'en oublie pas qu'il y a d'énormes espoirs qui se profilent et qui s'organisent et que donc il faut savoir des fois juste voir les petits signaux qui sont là et qui sont pas dans le mainstream, comme on dit, mais qui peuvent nous donner, en tout cas à tous, des pistes d'amélioration de ce qu'on fait tous, parce qu'on est tous perfectibles. Et surtout, je pense aujourd'hui, ce qui me paraît prégnant, c'est que on fera pas seul, on fera avec les autres, avec beaucoup d'autres et dans des formes de coopération qu'on n'avait pas imaginées avant. Et surtout, essayer de penser au-delà de ce qu'on a pu apprendre, même si nous, on est des fanatiques de l'éducation, mais pour s'en libérer, voilà. Donc, il faut savoir aussi se libérer à un moment de ses propres connaissances. Très bien, merci beaucoup pour cette note positive pour terminer le live. Une très bonne soirée à tout le monde. Merci à celles et ceux qui ont posé des questions pour les interactions et à très bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup.